Bonjour à vous voyageurs, vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il se passait au-delà des frontières dans des territoires tellement vastes qu'ils semblent parfaits pour cacher les secrets les plus sombres? Certaines zones en Russie défient tellement la logique qu'on peut clairement se poser la question de savoir s'il vaut mieux les étudier ou plutôt passer son chemin. Entre des cratères sans météorites, des tests nucléaires secrets, des monstres sous-marins et des randonneurs retrouvés dans des conditions étranges, et je ne parle pas que du Dyatlov Pass, certaines zones là-bas semblent être de véritables zones d'anomalie où la réalité dépasse clairement la fiction. Chose promise, chose due, nous allons commencer donc cette deuxième partie sur les zones d'anomalie en Russie. Mais avant toute chose, soyez les bienvenus sur ma chaîne La Carte du Surnaturel. Je m'appelle Marie-Élise, j'étudie les lieux étranges et j'enquête sur les mystères de notre planète. Alors si ça vous intrigue, n'hésitez pas à vous abonner et sachez que si vous voulez aller un peu plus loin, devenir membre vous donne accès à des contenus cachés. Allez, c'est parti! Pour se mettre dans l'ambiance des mystères du territoire de la Russie, nous allons commencer par Bataïga. Bataïga, qui est une immense cicatrice en train de s'ouvrir dans le sol. Alors ce n'est pas un cratère traditionnel comme on entend en général parler à la suite d'un impact de météorite, mais c'est en fait une faille qui s'appelle une dépression thermokarstique qui est située en Yakoutie et que l'on appelle aussi le Batagay Megaslump. Cette fosse a en fait commencé à se créer dans les années 1960 suite à la déforestation pour la création d'une route. Et à ce moment-là, le permafrost s'est mis à fondre, créant en fait un effondrement du sol avec une forme de faille géante qui s'est ouverte. Et cette faille, elle s'appelle parfois la porte de l'enfer. Le trou en lui-même a vu le jour dans les années 1990. Il continue à grandir aujourd'hui. Il fait environ 1 km de long et 100 mètres de profondeur. Et la raison pour laquelle on l'appelle le portail des enfers, la porte de l'enfer, Gateway to Hell, c'est parce que tout simplement, il y a des visions cauchemardesques qui en émergent, puisqu'en fait, des carcasses d'animaux, chaque jour, chaque année, ressortent du sol. Ces animaux sont en fait des animaux préhistoriques. Il y a une érosion du pergélisol qui fait ressortir des animaux d'il y a 650 000 ans. C'est un endroit particulier et particulièrement précieux pour la paléoclimatologie. Des scientifiques y ont découvert des restes de la faune et de la flore du Pléiocène. Décidément, aujourd'hui, j'ai vraiment du mal avec les mots. Pléiocène, donc des mammouths, des chevaux, des bisons, des loups et un très célèbre poulain vieux d'environ 42 000 ans. Aujourd'hui, on n'a aucun signe de stabilisation de ce cratère et il continue à grandir jour après jour. Et là, si c'est un événement, si c'est un endroit particulièrement étrange, ce n'est qu'un avant-goût des mystères qui nous attendent en Russie. Après cette introduction sur le cratère de Batagaïka, allons maintenant dans la vallée de la mort de Russie. Vous savez qu'il y a une vallée de la mort aux États-Unis, eh bien, il y en a une en Russie aussi. Et elle a des caractéristiques particulièrement étranges. Elle est aussi située en Yakoutie, dans la République de Sakha, à côté de la rivière Vily. En fait, c'est une zone de marécage qui est extrêmement isolée et très difficile d'accès, sur laquelle on a finalement assez peu de documentation. Mais ce qui est extrêmement étrange dans cette vallée de la mort, c'est la légende des Kotli. Parfois appelée chaudière, chaudron ou dôme métallique, ces Kotli sont rapportés par les Yakoutes, donc la population locale, depuis des centaines d'années. Ce seraient en fait des formes demi-sphériques qui seraient à moitié enfouies dans le sol, qui seraient composées comme de métal et d'une couleur de cuivre. Les légendes locales racontent que les gens qui oseraient dormir sous ces dômes ou même à proximité n'en reviendraient jamais. Et dans ces légendes, on parle aussi de bétail qui serait
passé à proximité de ces structures et qui, pareil, auraient péri dans d'étranges circonstances. Les structures seraient lisses, avec même des couloirs internes et bien sûr, comme je vous l'ai expliqué, si grandes qu'on pourrait y entrer. Et les légendes locales en parlant sont largement documentées dans la littérature ethnographique russe, dans les collections locales, notamment de légendes yakoutes. Et ça, moi, j'en avais pas connaissance. C'est un de vos commentaires qui a attiré mon attention sur l'existence de ces structures. Et ces fameux kotli attirent l'attention de théoriciens en tout genre. Dans le commentaire que vous m'avez laissé, il y avait notamment cette information. Ce seraient des dômes métalliques radioactifs dans les marécages qui seraient une arme anti-météorite qui aurait explosé, par exemple, la météorite au-dessus de Tunguska. On va en parler juste après. Alors ça, c'est une théorie qui a été popularisée par des auteurs comme Valéry Uvarov, dont nous avions déjà parlé dans la première partie des zones d'anomalie en Russie. Et lui, il voit une forme de défense planétaire antique, malgré les nombreuses expéditions sur le site, dont des expéditions russes qui ont été menées dans les années 1970-1980 et une plus récente par des ufologues amateurs dans les années 2013 environ. Il n'y a pas de preuves visuelles de l'existence de ces kotli, mais je vous montre à l'écran quelques schémas qui ont été faits. Et la tradition orale concernant ces dômes métalliques est encore extrêmement vivace, au point de décourager certaines personnes d'aller se rendre dans cette vallée de la mort, dans cette région extrêmement reculée de Yakoutie. Et puis il faut dire qu'en Yakoutie, la terre respire les esprits. C'est un endroit où tout est vivant, où tout est infusé d'une âme, ce qu'on appelle l'animisme des Yakoutes, le peuple qui y vit. En fait, chaque rivière, chaque arbre, chaque plaine, et donc ces marécages aussi, seraient habités par des esprits qu'il ne vaut mieux pas offenser. Et c'est dans cet imaginaire que s'enracine la légende des kotli. Afin de bien comprendre cela, on va quand même faire un petit détour par les légendes yakoutes. Ils pratiquent une spiritualité animiste, donc tout a une âme, et chamanique. Ils vivent dans un monde peuplé d'esprits de la nature et ces esprits s'appellent les Aï, ce sont des êtres célestes bienveillants, ou les Abassi qui sont des esprits inférieurs ou des démons en fait. Et selon eux, il y a des lieux qu'il ne faudrait pas pénétrer sans avoir réalisé un rituel au préalable afin de ne pas périr ou voir tomber extrêmement malade si on offense l'esprit qui est présent finalement. Ils font encore aujourd'hui des sacrifices symboliques avec notamment du lait, de la graisse et des rubans pour pouvoir entrer dans certaines zones et pouvoir surtout en ressortir en bon état. Et les kotli s'intègrent parfaitement dans ce contexte. En fait, on dirait que ces structures métalliques porte la maladie, voire la mort, si on n'a pas honoré correctement les esprits qui sont présents dans ces marécages. Bien sûr, on ne saurait parler des Yakoutes sans évoquer les chamans. Les chamans, ce sont à la fois des médecins parce qu'ils sont capables de guérir les maladies, voire de comprendre d'où viennent les maladies, à savoir si, par exemple, on a offensé un esprit. Ils sont le lien entre les êtres humains et ce monde étrange, ce monde invisible pour nous, ce monde qui peut être vu de façon extérieure comme un monde finalement très surnaturel. Ce sont eux qui vont être en charge de vérifier que les esprits ne sont pas offensés. Et c'est certainement en gardant ça en tête qu'il faut regarder aussi les étranges mégalithes du mont Choria. Là, on va un peu plus au sud, dans la Sibérie, et on découvre des formations étranges, massives, et qui font largement penser à des murs cyclopéens. Pour bien comprendre le contexte de la découverte de ces mégalithes, il faut savoir que c'est dans une région encore assez reculée et surtout qui a été interdite d'accès pendant très longtemps par les pouvoirs soviétiques. Ce n'est donc qu'en 2013-2014 qu'ont émergé les premières photos de cette structure rocheuse impressionnante. On parle là de formations rocheuses titanesques, certaines allant jusqu'à 40 mètres de hauteur. Et c'est en 2013 qu'une expédition dirigée par Georgi Sidorov
constitué de 19 chercheurs qui s'est aventuré dans cette région qui s'appelle Gornaya avec le mont Shoria. C'est une montagne qui culmine à 1100 mètres avec des blocs qui atteignent parfois jusqu'à 3000 tonnes. Ils sont empilés de façon tellement régulière qu'on a l'impression réellement que là, on a cherché à construire des murs, une structure qui aurait pu être peut-être faite de la main de l'homme. Pour les géologues, c'est un phénomène naturel lié aux fractures régulières du granit. Alors c'est un phénomène qui s'appelle le diaclase. Et pour d'autres, plus enclins à la spéculation, ça serait littéralement la trace d'une civilisation oubliée avec une technologie antique disparue. Parce que pour vous donner un ordre d'idée, les blocs en question sont encore plus impressionnants que ceux de Baalbek au Liban, qui sont souvent cités comme les plus gros blocs qui aient jamais été manipulés par l'être humain. Et puis ça ne s'arrête pas qu'à la simple observation visuelle, qui dans certains cas peut être assez surprenante, mais trouve une explication logique. Là, le groupe de chercheurs parle de traces de brûlures sur ces murs et des zones où la roche semblait littéralement fondue. La roche fondue, ça peut aussi nous faire penser à un épisode qu'on a déjà fait sur cette chaîne concernant, et j'ai oublié, c'est bien de parler d'une référence que j'ai complètement oubliée. Ça s'appelle les murs... c'était fait par les Celtes. Les murs fondus, je ne sais plus comment ça s'appelle. Parfait. Et puis quand ils ont sorti leur boussole, à proximité de ces blocs, ils se sont aperçus que les aiguilles des boussoles en elles-mêmes semblaient se détourner des murs comme s'il y avait une forme d'anomalie magnétique, quelque chose qu'on retrouve régulièrement dans toutes les zones d'anomalie qu'on étudie ici sur la chaîne. Alors comme je vous l'ai dit, là on est tout comme pour le sujet précédent, sur une zone extrêmement reculée pour laquelle on a assez peu d'informations et surtout la plupart des informations sont en russe. Je n'ai pas pu accéder à toute la documentation disponible sur le sujet, mais le mont Shoria existe réellement. Je vous en montre quelques photos à l'écran. Il est bien évident aussi qu'il y a un manque d'infrastructures, il n'y a pas de train, de bus, de route qui va jusque là-bas, mais en fait finalement tout ce mystère et l'impossibilité de se rendre facilement sur place alimentent aussi les théories alternatives concernant ces blocs mégalithiques. Si on peut dire mégalithique, c'est énorme. Maintenant que nous avons fait le tour des rochers étranges et des formations de dômes métalliques dans les steppes reculées, parlons maintenant cryptozoologie avec le lac de Labinkir. Situé à plus de 1000 mètres d'altitude sur le plateau de Sordonok, le lac de Labinkir est gelé d'octobre à juin, mais il a une profondeur extrêmement surprenante pour la région, c'est-à-dire qu'il fait 52 mètres de profondeur en moyenne, avec 75 à 80 mètres de profondeur à certains endroits. Et surtout, alors qu'il est gelé d'octobre à juin, sa température est anormalement haute. Il fait, en général, toujours 2 degrés Celsius, et ce, même en plein cœur de l'hiver. Alors ça, c'est une anomalie qui a attiré l'attention de nombreux chercheurs depuis des décennies, mais surtout vient se rajouter par-dessus la légende ou les témoignages de l'existence d'un monstre dans les profondeurs de ce lac. Ce monstre colossal, dont on retrouve des traces racontées depuis le 19e siècle, serait énorme à la taille de la profondeur du lac finalement. Il aurait englouti des hommes et des animaux, laissant derrière lui uniquement des bulles sur le lac et des histoires absolument terrifiantes dans les populations locales. Depuis des siècles, les Yakoutes parlent de ce monstre en l'appelant le Labyrinski Shept ou diable du Labinkir. Ce cryptide serait immense, de couleur grise, avec une tête extrêmement large puisqu'il y aurait plus d'1 mètre entre ses 2 yeux, et il serait capable de manger à la fois les êtres humains, les chiens de traîneau, mais aussi des rennes. Et quelques observations scientifiques semblent venir corroborer cette légende. En 1953, le géologue Viktor Tirbokernov aurait noté un mouvement inhabituel au sonar,
Alors, à préciser qu'il n'était pas directement dans le lac Labinkir, mais dans un lac non loin, en sachant que la population raconte que ces lacs seraient reliés par des rivières souterraines. Donc ça, c'était en 1953 et dans un lac non loin. Mais en 2012, la biologiste Ludmila Emilianova de l'Université de Moscou a réalisé, elle, des relevés sonars dans le lac Labinkir. Et c'est là que ça commence à devenir très étrange. Ces relevés sonars auraient relevé à plus de 50 mètres de profondeur une masse bougeant, apparemment vivante, et défiant n'importe quelle taille de poisson qu'on puisse imaginer dans un tel lac. Et rajoutons par-dessus qu'en 2013, une équipe constituée de la Société géographique de Russie accompagnée de la Fédération russe de plongée ont fait eux des relevés avec un scanner sous-marin et ils affirment avoir détecté une grande mâchoire et un possible squelette au fond du lac. Aucun reste n'a été remonté à la surface, mais cette histoire est extrêmement bien documentée. Certains auteurs russes ainsi que des sites populaires ont extrapolé à partir de ces relevés sonars pour suggérer qu'il pourrait s'agir d'un ichthyosaure ou d'un plésiosaure survivant, en fait un peu comme Nessie en Écosse, le monstre du Loch Ness. Effectivement, on peut dire que aucun élément scientifique, on va dire aucune preuve, ne vient appuyer cette hypothèse aujourd'hui. Cependant, je vous renvoie à l'épisode sur l'anomalie de la Baltique. On a pu voir avec les expéditions menées dans cette mer qui est non loin, qui est entre la Suède et la Finlande, la difficulté qu'il pouvait y avoir à faire des expéditions en eau profonde, froide et surtout une eau où il y a des sédiments en suspension en permanence. On le voit très très bien avec les images qui ont été ramenées pour essayer d'investiguer sur l'anomalie de la Baltique. Ces sédiments font que dès que les plongeurs veulent commencer à investiguer un peu le fond, tout se met en mouvement, ils n'y voient pas à 1 mètre, il est absolument impossible de prendre des photos. On peut penser que les recherches dans le lac Labinkir souffrent un peu du même problème. Cependant, la persistance de cette légende du Nessie sibérien persiste encore de nos jours. Là, on a parlé d'anomalies qui sont situées plutôt dans le domaine naturel, la faune, la flore. Mais il se passe des choses encore plus étranges en Russie, notamment lorsqu'il s'agit de ce qui peut tomber potentiellement du ciel. Sans surprise, à ce moment-là, nous allons parler de la catastrophe de Tunguska, qui s'est déroulée en 1908. Cette catastrophe, qu'on a encore du mal à identifier aujourd'hui, c'est-à-dire que personne n'a de consensus sur ce qu'il s'est passé très exactement, a dévasté plus de 2000 km² de forêt. Remontons un instant dans le temps. Nous sommes le 30 juin 1908, au cœur de la Sibérie. Ce matin-là, une explosion titanesque secoue la région de Tunguska. L'onde de choc rase 2000 km² de taïga, couchant les arbres comme des allumettes, brisant des vitres à plus de 500 km de là. La thèse scientifique dominante parle d'un météorite ou d'un astéroïde qui aurait explosé en plein vol. Cette explosion d'altitude aurait eu lieu entre 5 et 10 km de hauteur. Le corps céleste aurait eu entre 50 et 200 mètres de diamètre. Mais surtout, l'énergie déployée, l'énergie provoquée par cette explosion est d'entre 3 et 30 mégatonnes. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est l'équivalent d'environ 185 bombes d'Hiroshima. Et pourtant, sur place, aucun cratère. On a des photos des arbres couchés, mais on n'a pas d'endroit où il y aurait pu avoir potentiellement un impact. Et depuis plus d'1 siècle, les théories, les hypothèses s'accumulent au sujet de l'épisode de la Tunguska. Dans les années 1960, certains scientifiques comme Cowan ou Libby ont suggéré l'hypothèse d'un météorite d'antimatière qui se serait anéanti dans l'atmosphère. Des auteurs comme Alexander Kazantsev dès 1946 et puis divers ufologues ont avancé que l'explosion pourrait être liée à un engin extraterrestre. Mais aujourd'hui, on n'en sait pas beaucoup plus, d'autant plus que les anomalies géomagnétiques persistantes sur le site
ont tendance à réduire désormais. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si on va sur le site de Tunguska, on ne détecte plus d'anomalies géomagnétiques. Ce qui fait qu'à ce jour, c'est le plus grand impact non nucléaire connu sur Terre. C'est un rappel fascinant et inquiétant de notre vulnérabilité. Et d'ailleurs, l'épisode de Tunguska a énormément inspiré beaucoup d'histoires dans l'étrange. Et pour voir à quel point ça a pu frapper notre imaginaire collectif, on peut se tourner un peu du côté de la pop culture. J'ai notamment relevé l'existence d'un jeu qui s'appelle Tunguska Legend of Face, qui a été développé par le studio allemand Exortus, qui est sorti sur PC puis après sur PlayStation. Alors, le scénario est complètement improbable. D'ailleurs, le titre a eu un succès assez mitigé et n'a rien à voir avec l'histoire réelle, mais on y incarne Jack Riley, un homme exécuté sur la chaise électrique qui se réveille soudain dans un château médiéval planté en plein cœur de Tunguska. On y explore des donjons, on combat des monstres dans un monde mélangeant fantasy et folklore médiéval. Un peu comme si la simple évocation de Tunguska suffisait à ouvrir un portail de théories alternatives vers n'importe quel univers étrange, qu'il soit fantastique, gothique ou carrément ésotérique. Et bien que cet événement ait eu lieu en 1908, n'oublions pas, et ça pareil nous l'avons vu au long de très nombreux épisodes, qu'en fait certaines technologies étaient bien plus avancées que ce que l'on croit, notamment aux alentours des années 1900, il y a quand même eu l'exposition universelle à Paris, et il est possible qu'on ait un regard un peu biaisé sur les possibilités technologiques de l'époque. Et si je vous en parle, c'est parce que nous allons passer à l'accident de Severodvinsk. Là, on est en 2019, donc bien plus tard, 100 ans plus tard très exactement, sur la côte de la mer Blanche. Une explosion mystérieuse lors d'un test militaire russe a provoqué un pic de radioactivité qui a été détecté jusqu'en Norvège. Ce pic de radioactivité a été confirmé et on sait que 5 ingénieurs de Rosatom et de la défense russe ont laissé la vie dans cet accident. Peu après, les stations de Severodvinsk ont enregistré une hausse de la radioactivité gamma, hausse qui n'a duré que 2 à 3 heures en fait, mais qui a suffi pour inquiéter à la fois les habitants mais aussi les autorités locales. Officiellement, c'est un accident qui aurait impliqué un missile expérimental. Officieusement, les spéculations courent. Armes nucléaires miniaturisées, moteurs à propulsion exotique, voire technologies tellement avancées qu'ils alimentent déjà, bien évidemment, tous les récits ufologiques. Et c'est vrai que dans ces étendues glaciales et infinies, la taille de la Russie est énorme avec une culture du secret. Et c'est vrai que dans ces étendues glacées, où le silence règne en maître, le moindre secret prend des proportions démesurées et nourrit encore plus notre imaginaire. Là, il m'est difficile de ne pas vous évoquer une fois de plus le film Stalker qui est sorti en 1979, qui est d'Andrei Tarkovsky et où 3 hommes rentrent dans une zone mystérieuse et interdite à la quête d'une pièce mythique qui exaucerait les désirs les plus profonds. Alors, il est vrai que ce film est vraiment l'image la plus claire que l'on puisse avoir des mystères de Russie. Parce que tout y est, les terres isolées, la menace invisible, la fascination pour un lieu qui échappe à la raison. C'est une parfaite métaphore de ces terres où à la fois le secret militaire, l'étrange, le surnaturel et les légendes viennent se confronter pour former un monde totalement surnaturel. Et cela vient parfaitement illustrer l'accident de Kamar Daban, celui que l'on appelle l'autre Dyatlov Pass. Kamar Daban est situé en Bouriatie, c'est la Sibérie orientale. En août 1993, 7 randonneurs kazakhs très expérimentés et menés par l'instructrice Ludmila Koroniva entreprennent une expédition classique. Expédition classique, sauf que un seul d'entre eux en reviendra vivant. C'est le 5 août que l'on retrouve 6 de leurs corps éparpillés sur un flanc montagneux. Et ils sont retrouvés dans des positions étranges. L'unique survivante, Valentina Otochenko, témoigne d'un scénario glaçant.
Elle dit que certains hurlaient, convulsaient, saignaient du nez et des oreilles, et d'autres se précipitaient nus dans la tempête, se frappant la tête contre les rochers, puis s'effondraient. Les témoins de la découverte parlent de visages tordus de terreur, et puis surtout de ce comportement irrationnel avant leur mort. Et ça, c'est exactement ce qu'il s'est passé lors de l'incident du Dyatlov Pass. Alors le Dyatlov Pass, c'était bien avant, c'était en février 1959, soit 34 ans avant l'accident de Kamar-Daban. Le trek avait été mené par Igor Dyatlov et la tragédie a eu lieu dans la nuit du 1er au 2 février 1959. C'était dans l'Oural septentrional sur les pentes du Kholat Syakhl. Dans le cas de l'accident du Kamar-Daban, l'autopsie a conclu à une hypothermie massive, au moins pour 5 des personnes retrouvées, et à un infarctus pour Korovina, qui était donc l'instructrice expérimentée qui menait le groupe. Il y avait des signes de dystrophie protéique sévère et d'œdème pulmonaire. Et si l'on se fie à Utoshenko, donc la seule survivante, l'hypothermie seule ne suffit pas à expliquer les comportements. Il y aurait eu des hallucinations, des brefs moments de lucidité, puis des convulsions et une désorientation totale. Là, plusieurs hypothèses ont été avancées, notamment la présence d'un agent neurotoxique en raison de la mousse buccale, des convulsions et des lésions pulmonaires. On a parlé aussi de la possibilité qu'il y ait eu des infrasons naturels dus au vent avec une résonance dans les vallées qui pouvaient causer une certaine panique et une psychose collective, et évidemment la possibilité d'un empoisonnement donc involontaire avec des champignons hallucinogènes ou peut-être des eaux polluées. Et ce mystère a valu à Kamar-Daban le surnom de Dyatlov Pass de Bourassi, tant les similitudes sont troublantes. Donc dans les deux accidents, nous trouvons un désespoir irrationnel, une désorientation, des morts brutales et surtout des explications officielles absolument insuffisante. L'affaire du col de Dyatlov avait quant à elle tellement marqué l'imaginaire collectif qu'en 2013, elle avait même donné lieu à la réalisation d'un film qui s'appelle The Devil's Pass, ou aussi connu sous le nom original The Dyatlov Pass Incident. Donc c'était Renny Harlin qui a fait le film. Sorti donc exactement 10 ans après l'incident de Kamar-Daban, le film est un thriller qui mélange les théories du complot et le suspense. On suit un groupe d'étudiants américains qui, caméra à l'épaule, décident de retracer l'itinéraire des 9 randonneurs du Dyatlov Pass disparus en 1959 dans l'Oural. Ils utilisent la forme du found footage, donc c'est comme projet Blair Witch, cette idée qu'on aurait retrouvé tout simplement la caméra et mis la cassette dans un lecteur, que c'est le film qu'on voit actuellement. Ça donne un côté brut et très immersif. L'enquête des jeunes dans le film bascule rapidement dans l'horreur. Il y a des tunnels secrets sous la montagne. Ça, on l'avait évoqué aussi dans des vidéos précédentes, notamment concernant la Russie. Des expériences militaires soviétiques qui ne sont plus à démontrer. On sait qu'il y en a énormément. Des anomalies temporelles et des créatures issues de projets clandestins. Autant d'éléments qui flirtent avec la science-fiction et les peurs conspirationnistes. C'est une manière très pop culture de nous montrer que parfois on souhaiterait presque que la réalité dépasse la fiction. Disparitions étranges, explosions mystérieuses, monstres dans les profondeurs. La Russie, de par son immensité et ses conditions climatiques extrêmes, nourrit des légendes de phénomènes inexpliqués. C'est un territoire où le surnaturel et le mystère semblent cohabiter sans frontières. J'espère que cette deuxième partie sur les zones d'anomalies en Russie vous a plu. Nous réétudierons peut-être encore des lieux étranges en Russie à l'occasion d'épisodes à venir, mais en tout cas, je vous l'avais promis, je l'ai fait parce que quand j'ai fait le tout premier épisode, je me suis dit, il y a encore plein de choses à dire et c'est toujours difficile de vous faire des épisodes très très longs avec plein de lieux. Je préfère vous faire plusieurs petites vidéos un peu plus courtes et un peu plus faciles à regarder que d'immenses pavés de plusieurs heures. Voilà, écoutez, cette vidéo a donc été tournée post-canicule et dans notre nouveau décor. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissez encore d'autres lieux en Russie qui mériteraient d'être étudiés. Parfois, je fais des séries aussi qui regroupent plusieurs pays différents sur certains types d'anomalies. Donc, je ne doute pas qu'on reviendra sur la Russie et ses mystères très bientôt.
Si vous trouvez le bouton like, n'hésitez pas à l'attraper avant qu'il parte encore en trek en Oural. Moi, je vais vous mettre, comme d'habitude, ici et là, des playlists pour continuer d'enquêter avec moi sur les mystères de notre planète. D'ici à la prochaine, portez-vous bien. Et moi, je vous dis ciao! Là où l'invisible se mêle au réel, plongeons au cœur de la carte surnaturelle. Des ennemis perdus sous les Je vais arrêter de dire dissouvant, j'ai déjà dit le mouvement. J'ai un truc dans l'œil, on ne dit pas des blocs galactiques et c'est café.